Merci infiniment d'avoir accepté de nous prêter son talent pour suivre ce cycle de conférences. Je voudrais remercier infiniment M. Pospisil, le directeur du Centre culturel tchèque et également conseiller de l'ambassade, de nous accueillir en ce lieu. M. Pospisil, M. Yves-Marie Bercé, mon président, m'a demandé de vous remercier infiniment d'accueillir cette conférence chez vous. C'était un peu l'idée de ce cycle itinérant, un peu compliqué à gérer, mais que vous suivez quand même fidèlement, puisque nous souhaitions associer un maximum d'institutionnels européens partenaires à cette manifestation. Antoine Marès, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il y a plusieurs façons d'envisager les fêtes nationales, puisque je vais vous parler de fêtes nationales pour faire une sorte d'excursion à travers l'histoire tchèque. On peut les considérer avec distance, comme le chantait Georges Brassens dans La mauvaise réputation. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. On pourrait dire que Jaroslav Hašek, dans le Brave soldat Švejk, suit ce même chemin anarchiste lorsque il fait dire à ses personnages, lorsqu'il évoque les crottes de mouches qui souillent le portrait du respectable François-Joseph, propos par lesquels les mésaventures du Brave soldat Švejk commencent. Mais je ne crois pas que ce soit ce que les organisateurs et vous-même attendez de moi, même si l'instrumentalisation de l'histoire prête parfois à sourire, parfois à pleurer aussi, et pousse à observer avec une certaine distance le sujet. Mon propos sera ici plutôt d'expliquer dans quel cadre s'inscrivent les fêtes tchèques, ce qu'elles signifient actuellement, quels sont les enjeux de mémoire et en quoi cette construction de la mémoire peut être commentée. En 2013, on comptait 12 jours de fêtes nationales fériées en République tchèque, dont 6 étaient liés à des célébrations laïques ou chrétiennes, rituelles, que l'on retrouve un peu partout ailleurs en Europe, la Nouvelle Année, le lundi de Pâques, le 1er mai, qui est banalement la fête du travail, le Noël et ses suites, du 24 au 26 décembre. 6 de ces fêtes étaient en revanche consacrées à des commémorations historiques. Les premières sont des traces d'un substrat européen commun, souvent religieux, même si, comme vous le savez, les fêtes chrétiennes ont largement repris des fêtes païennes antérieures. Le début de l'année civile, bien sûr, est devenu une célébration quasi universelle, même s'il existe un décalage, comme vous le savez, entre les calendriers religieux, catholiques, protestants d'un côté, orthodoxes, juifs, voire chinois de l'autre. Le lundi de Pâques et les fêtes de Noël sont très directement liées à la tradition chrétienne occidentale. Le 1er mai est devenu une sorte de fête laïque universelle qui s'est développée à partir de 1890 comme fête ouvrière, le combat pour les 8 heures de travail depuis les tragiques événements américains qui ont eu lieu en 1886 à Chicago. Je ferai une mention particulière pour le 1er mai 1968, dont vous voyez quelques illustrations, et le visage absolument rayonnant d'Alexandre Dubček dans une espèce de réconciliation entre les citoyens et leur pouvoir. C'est bien sûr l'épisode du printemps de Prague. C'est sur les 6 autres fêtes que je concentrerai mon attention en expliquant leurs origines, leurs instrumentalisations, leurs lacunes et leurs forces. Cela nous renverra évidemment aux repères historiques tchèques et à la difficile construction
d'une identité nationale. J'imagine que vous avez déjà suivi quelques conférences concernant l'Europe centrale et vous savez que c'est un topos, hein, cette difficulté de construire l'identité nationale, car il s'agit bien évidemment d'une construction. J'évoquerai donc dans un premier temps les grandes césures de l'histoire tchèque, en supposant que vous n'êtes pas tous au fait de cette histoire, et ceux qui le sont m'excuseront de ce rappel. Je présenterai ensuite ces 6 fêtes historiques dans l'ordre chronologique de ce qu'elles représentent. En conclusion, je commenterai la situation et ferai quelques comparaisons régionales. Donc, voyons dans un premier temps les grands repères historiques. Tout d'abord, quelques mots sur les grandes césures, pour comprendre les rythmes propres au monde tchèque, qui se caractérisent avant tout par la discontinuité étatique, par le fait d'être une zone permanente d'enjeux, et par une mixité nationale qui l'a enrichi tout en créant de vives tensions. Le temps historique tchèque n'est ni le temps français, ni le temps occidental. Il est largement décalé. La christianisation a commencé au IXe siècle et s'est déroulée tout au long du IXe et du Xe siècle, avec une première dynastie, la dynastie des Przemyslides, qui a régné du IXe au XIVe siècle. C'est au début du XIIIe siècle que la Bohême médiévale se transforme de principauté en royaume, avant d'atteindre un premier apogée sous Przemysl Otakar II. C'est le personnage que vous voyez en haut sur votre gauche, surnommé le roi de fer et d'or, celui dont le nom a été donné à Königsberg, la montagne du roi, aujourd'hui Kaliningrad, en hommage justement à l'action d'évangélisation, de christianisation de Przemysl Otakar II dans la région. Le XIVe siècle est marqué par le règne de Charles IV, qui est le refondateur de Prague et qui va faire de son royaume un royaume inspiré par le royaume de France où il a été élevé, se partageant entre Paris et Avignon, et il va faire de Prague à la fois un archevêché, une université, la première université à l'est de Paris et au nord de l'Italie en 1348, un royaume également qui, une ville, Prague, qui est une double capitale de la Bohême, d'un côté, c'est la capitale du royaume de Bohême, mais c'est aussi, pendant le règne de Charles IV et d'une partie du règne de son fils, la capitale du Saint-Empire romain germanique. Qui plus est, Prague est sous le règne de Charles IV, épargnée par la peste qui ravage l'Occident au milieu du XIVe siècle. Pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, mais ça explique aussi le rattrapage du royaume de Bohême par rapport à l'Occident. Deuxième temps, c'est un temps qui est dominé par une anomalie historique qui est le mouvement hussite, qui précède la réforme de près d'un siècle. Huss est le troisième personnage en haut, sur la droite, mais certains voient ce mouvement hussite plus comme un retour vers la chrétienté des origines que vers la modernité religieuse et sociale. J'aurai l'occasion d'y revenir. Le royaume de Bohême, qui était structurellement en retard sur l'Occident depuis ses origines, semble être alors en avance, avec un État qui sort du giron de l'Église romaine, ce qui interviendra, comme vous le savez, beaucoup plus tard pour l'Angleterre, malgré les critiques lancées par Wycliffe contre Rome à la fin du XIVe siècle, et cela à une époque où l'imprimerie, et c'est là le mystère, le questionnement des historiens, cela à une époque où l'imprimerie n'existe pas encore pour diffuser les idées, comme ce sera le cas au début du XVIe siècle.
troisième temps, les deux siècles très particuliers qui vont du XVe siècle au XVIIe siècle et qui sont caractérisés par la coexistence religieuse qu'incarne le roi Georges de Podiebrady, c'est le premier personnage en dessous des portraits que je vous projette, Georges de Podiebrady, qui est une sorte d'Henri IV, avant la lettre, puisqu'il va présider à un royaume où il a une volonté de coexistence religieuse. Même si cette période a ses ombres et ses lumières, elle a été marquée par un épanouissement culturel qui a atteint son sommet lors du règne de Rodolphe II à Prague, règne somptueux, malgré l'ambivalence de ce règne qui a commencé sous d'heureux auspices et dont les conséquences ont débouché sur une véritable catastrophe du point de vue protestant et du point de vue national. La bataille de la Montagne Blanche du 8 novembre 1620 scelle la fin de l'indépendance formelle du royaume de Bohême, puisque la royauté habsbourgeoise devient à ce moment-là élective, devient héréditaire, alors qu'elle était jusque-là élective. Et les élites tchèques sont décimées au profit d'élites catholiques et européennes, soit par élimination, comme c'est le 27 juin 1621, et pas le 21 juin, le 27 juin 1621, où sont décapités 21 des principaux leaders, je dirais, de la révolte, de la hideuse rébellion contre le roi sur la place de la vieille ville. Soit par émigration, quand les cultes protestants sont interdits. Ce sont les éveilleurs tchèques du XIXe siècle qui baptiseront cette période ère des ténèbres, une ère des ténèbres qui va pourtant modeler le paysage urbain, mental et culturel des Tchèques, marqué en profondeur par le baroque qui domine l'architecture, la peinture, la musique et les esprits sous l'autorité des jésuites et de leur système éducatif, comme vous le savez, extrêmement performant. La quatrième phase de l'histoire tchèque est marquée par l'effondrement de la toute-puissance catholique au au début du XIXe siècle, et par l'émergence du nationalisme moderne dans lequel se croisent le romantisme, l'industrialisation et l'urbanisation. Une culture de masse remplace donc la culture aristocratique. Nous assistons au XIXe siècle à un changement de paradigme idéologique. Le patriotisme territorial qui était partagé par les élites tchèques et allemandes, puisqu'on est en présence d'un peuplement mixte, ce patriotisme est remplacé par un patriotisme national qui les sépare, et la révolution des peuples de 1848 accélère cette transformation. Havlicek Borovsky, sur la gauche, Palatsky, sont les plus représentatifs de cette évolution. L'idée d'une adéquation territoriale entre la nation et la reconquête d'un État à soi mûrit peu à peu, alors que l'échec de la fédéralisation de l'Autriche-Hongrie durcit la situation entre Vienne et Prague, entre Allemands et Tchèques du royaume de Bohême. La guerre a été un accélérateur, la Première Guerre mondiale, de cette dynamique qui a donné naissance à la première République tchécoslovaque en 1918. Avec elle, nous avons une sorte d'âge d'or politique et culturel qui est en fait dans la continuité des années 1880-1914, brutalement interrompu par les accords de Munich du 30 septembre 1938, puis l'invasion de la Wehrmacht le 15 mars 1939. Commence la période la plus noire de l'histoire tchèque avec le protectorat de Bohême-Moravie. Plus de 6 années d'occupation,
360 000 morts, dont la moitié de juifs, l'humiliation, l'exploitation. J'ajouterais que c'est aussi la fin du pluralisme national, avec l'extermination des juifs pendant la guerre et l'expulsion des Allemands qui suit la Deuxième Guerre mondiale, même s'il ne faut bien sûr pas mettre les deux processus sur le même plan. Et la pause de moins de 3 années qui succède à la libération est suivie à partir du 25 février 1948 par 41 années d'assujettissement, même si celui-ci doit être apprécié de manière différenciée en raison de ses corollaires sociaux et des variations des expériences politiques, avec notamment l'intermède plus détendu, je dirais, des années 1960, les Belles Sixties et le printemps de Prague. De ce très rapide survol, forcément très schématique, on peut tirer quelques conclusions. La fragilité de l'étaticité tchèque depuis le XVIIe siècle, d'où découle une discontinuité étatique et une discontinuité des élites également, très marquée au XXe siècle. Une tradition historique également démocratique qu'il faut souligner et égalitariste, dont l'origine est à la fois sociologique, la disparition des élites nobiliaires au lendemain, pendant la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, au profit d'une bourgeoisie dominante, et bien sûr, la cause en est également idéologique. Il y a enfin une dimension nationale accentuée qui a tourné à certains moments à un nationalisme parfois radical du côté tchèque. Je pense à l'opinion publique de la veille de la Première Guerre mondiale, je pense à cette opinion publique en 1918 et également en 1945. Dans un deuxième temps, comme je vous le disais, je vais maintenant aborder les 6 faits spécifiques que j'ai retenus, 6 faits historiques, que je traiterai dans l'ordre chronologique. Non pas celui que je vous indique là, mais l'ordre chronologique historique. Et je commencerai, bien entendu, par la première de ces fêtes, sur le plan chronologique, qui concerne les saints apôtres Cyrille et Méthode. Cette fête est liée à la christianisation de l'espace slave d'Europe centrale. Vous le savez certainement, pour des raisons à la fois diplomatiques, religieuses, politiques, les princes moraves ont décidé au milieu du IXe siècle de faire appel à Byzance et à Rome d'ailleurs pour évangéliser leurs sujets et éviter l'ingérence du clergé bavarois. Simplement, la réponse byzantine leur est parvenue plus rapidement que la réponse de Rome. C'est ainsi qu'en 863 sont arrivés en Moravie les frères Constantin, bientôt rebaptisés Cyrille, et Méthode, originaires des environs de Salonique et personnalité de l'Empire byzantin. C'est l'évêque Méthode et ses disciples, car Cyrille s'est retiré très rapidement à Rome, c'est Méthode et ses disciples qui vont créer ce qu'on appelle l'alphabet glagolitique, qui, sur une base en partie grecque, qui est le premier alphabet que l'on a utilisé pour codifier le slave. On ne peut pas parler encore de langue slave différenciée. Et d'ailleurs, Cyrille et Méthode se font parfaitement entendre en Moravie alors qu'ils viennent des environs de Salonique. Ce qui montre bien que la genèse de la différenciation des langues slaves n'est pas encore très développée. Donc c'est avec cet alphabet que l'on va produire les premières traductions
de textes chrétiens en langue slave. Les disciples de Méthode, qui ont été rachetés par le prince Boris de Bulgarie, après la mort de Méthode en 885 et l'éviction des disciples de Méthode par le clergé franc, donc ces disciples vont ultérieurement créer ce que vous connaissez aujourd'hui, qui est l'alphabet cyrillique, qui est utilisé, je dirais, dans l'ensemble du monde orthodoxe. Cet épisode, en partie mythique de la Grande Moravie, a donc une triple dimension, avec premièrement les tout débuts de la christianisation du monde slave, dont les Moraves et les Tchéco-Moraves peuvent se sentir en quelque sorte les bénéficiaires, ayant le bénéfice symbolique d'une sorte de protochronisme religieux dans le monde slave. Deuxièmement, c'est la première émergence d'un État qui se rattache au monde tchèque en devenir. Et troisièmement, une position emblématique de cet espace tchèque entre l'Occident et l'Orient, puisque, vous le savez, le schisme entre Rome et Byzance n'a pas encore eu lieu, il n'interviendra qu'en 1054. Sur le plan liturgique, le culte slave qui a été introduit par Cyril et Méthode va se maintenir jusqu'au XIe siècle dans la région et sera d'ailleurs repris au XIVe siècle par Charles IV. Il a une dimension linguistique qui est inhérente au projet même des deux frères Cyril et Méthode, qui écrivent dans le Proglas, un texte célèbre, « Je préfère savoir 5 mots et les dire avec mon intelligence pour que tous mes frères comprennent plutôt que 10 000 mots incompréhensibles. » N'oublions pas que la langue est devenue au XIXe siècle le centre de la construction nationale. Mais ce qui nous intéresse plus ici, c'est la postérité de cette histoire. Car dès le XVIIIe siècle, les légendes de Cyril et Méthode, écrites par des catholiques, remettent d'actualité cet épisode historico-religieux, alors que vont peu à peu émerger au XIXe siècle la conscience de solidarité slave et que même des tentatives de rapprochement des Tchèques avec l'orthodoxie voient le jour. En 1848-1849, le culte de Cyril et Méthode se répand, en même temps que des pèlerinages à Velehrad, qui est censé être leur siège archiépiscopal originel. Les associations cultuelles se multiplient et la préparation du millénaire va mobiliser une part croissante de la société. En juillet 1869, ce sont 250 000 pèlerins qui affluent à Velehrad. Le mouvement est tel qu'une encyclique de Léon XIII appelle en 1880 à célébrer les deux frères le 5 juillet. Vous voyez, c'est une date anniversaire, date évidemment arbitraire, tant les informations de l'époque sont parcellaires et reconstruites. Les fêtes de 1885, un autre millénaire, la mort de Méthode, commémorant sa disparition, vont renforcer ce mouvement. Et vous savez que le pèlerinage de 1985, sous le régime communiste, a été un moment important de la contestation catholique. Les saints apôtres ont été d'ailleurs promus au rang de saints de l'Europe en 1980 avec Saint Benoît par Jean-Paul II, pape polonais qui ne pouvait qu'être sensible à ces apôtres slaves et dont vous connaissez l'impact sur le monde slave catholique dans les années 1980. Deuxième fête, c'est le 28 septembre. Le 28 septembre, on célèbre l'étaticité tchèque. Cette étaticité, elle s'incarne en Saint Venceslas, qui est depuis le 11e, 12e siècle, le saint patron de la Bohême. L'ambiguïté de cette date réside dans le fait qu'elle est devenue aussi fête nationale
sous le protectorat de Bohême-Moravie pendant la Deuxième Guerre mondiale, remplaçant la fête officielle du 28 octobre 1928 octobre, célébrée par la Première République. Il s'agissait à l'époque de commémorer un prince, car Wenceslas était à la fois roi et saint, dont une certaine lecture de l'histoire faisait un partisan de la coopération tchéco-allemande. À noter que Saint Wenceslas est aussi un des deux saints de la Pologne, avec Saint Stanislas. Nous voyons donc que nous sommes en plein paradoxe, avec une date choisie pour célébrer l'étaticité, qui fait référence à un martyr de la collaboration, entre guillemets, avec l'Allemagne, en fait, avec le clergé allemand, exalté sous le protectorat créé par les Allemands, période d'oppression, et dans un des pays les plus laïcisés d'Europe, la République tchèque. Ce prince très chrétien est aussi martyr de sa foi pour beaucoup, aurait été assassiné pour les Polonais le 28 septembre, date de sa mort. D'ailleurs, on ne connaît pas bien l'année, on hésite en fonction des chroniques entre 929 et 935, ce qui veut dire que tout cela règne dans un flou, se déroule dans un flou historique quand même impressionnant. Il aurait été assassiné, non pas pour sa foi, mais parce qu'il était opposé à l'esclavage pratiqué par la noblesse tchèque de l'époque. C'est ce que disent les guides de la cathédrale du Wawel à Cracovie. Ceux qui ont suivi la conférence de mon ami Paul Gradwohl en ont peut-être entendu. À ajouter que, en ce qui concerne l'étaticité, le 1er janvier est venu renforcer le 28 septembre pour célébrer cette étaticité tchèque, étant considérée depuis 2000 en référence à la partition entre Pays tchèque et Slovaquie du 1er janvier 1993, comme le jour de la naissance ou de la renaissance d'un État tchèque. Troisième moment, troisième fête, commémoration, c'est celle qui rappelle la mort sur le bûcher de Jean Hus après sa condamnation pour hérésie par le concile de Constance. Jan Hus, comme disent les Tchèques, Jean Hus, à la française, est un personnage absolument central pour l'histoire tchèque. Parce que la période hussite, qui s'est inspirée de lui, il meurt en 1415, mais en 1419 commencent des guerres religieuses, des guerres de religion qu'on appelle les guerres hussites, et qui vont durer pratiquement jusqu'en 1434, une quinzaine d'années. Hus est fondamental parce que cette période hussite est une rupture considérable dans le continuum religieux du monde religieux et social du monde tchèque, notamment parce qu'elle est liée à une période de destruction radicale de la culture gothique. Il y a une dimension iconoclaste dans le mouvement hussite, et en même temps d'avènement d'un autre monde. Violent à l'origine, puis constructeur, qui va déboucher sur des églises, notamment sur le plan, je pense, de l'unité des frères moraves, l'unité des frères tchèques, en fait, en tchèque, qu'on connaît sous le nom d'unité des frères moraves dans le monde occidental, et qui va être fondamentale pour, au XVe, XVIe siècle, pour fin du XVe siècle et surtout au XVIe siècle, dans la construction d'une littérature tchèque et dans la construction d'une langue tchèque savante.
Cette nouvelle culture aussi est importante parce qu'elle s'accompagne, comme je vous l'ai dit, par une très longue coexistence religieuse de près d'un siècle et demi, alors que, vous le savez, au XVIe siècle, la France est déchirée par les guerres de religion. Georges de Podiebrady, dont vous avez vu le portrait tout à l'heure,